Donc l'idée là, c'est d'essayer de se projeter dans l'avenir. Le titre de l'exposé que je n'ai pas choisi est « Climat 2050 ». Alors je vais en fait avoir beaucoup de liberté par rapport à cet horizon temporel. Juste mentionner que 2050, j'atteindrai l'âge d'Yves Coppens, presque celui de Hubert Reeves, j'espère avoir leur sagesse. Mes filles seront plus âgées que moi et beaucoup d'entre vous ne seront plus là, ce qui rend difficile... Je me permets quand même de l'interrompre pour rappeler que j'ai été moi-même l'éditeur d'un livre que j'ai choisi d'intituler « Vivement 2050 », ce qui témoigne d'un bel optimisme. Et ce qui témoigne en fait parfois d'une difficulté à se projeter dans l'avenir. Alors en fait, la question qui est posée sur l'évolution future du climat, moi je l'aborde comme paléoclimatologue et mon travail, je dirais courant, consiste à lire dans des archives naturelles et en particulier des glaces polaires l'évolution passée du climat. Et j'aime beaucoup cette petite image qui montre qu'on tient dans une main finalement une mine d'or sur l'évolution de l'environnement, de la composition atmosphérique et même des impacts de l'homme sur l'atmosphère globale. Et puis en même temps, c'est une image qui montre que nous tenons aussi entre nos mains le destin des zones enneigées ou englacées directement. Et puis donc la question qui est posée aujourd'hui, l'homme peut-il s'adapter à lui-même? J'essaie de la transférer avec cette image-là, et on devrait avoir une multitude de mains qui tiennent cette multitude d'humains, des humains qui sont déjà là et puis des humains qui seront là demain. Quel regard je porte sur les enjeux climatiques par rapport à ces travaux sur les climats du passé? Et je vous montre ici des courbes bien connues. En bas, le moteur des grandes variations glaciaires interglaciaires, les changements astronomiques, la modulation de l'ensoleillement à la surface de la Terre. Et puis quelques courbes assez iconiques qui témoignent des variations de niveau des mers, un niveau des mers qui baisse pendant les phases glaciaires, qui monte pendant les phases où les pôles se réchauffent. Une courbe de température, celle qui est issue des glaces de l'Antarctique, et puis l'évolution naturelle de l'effet de serre, qui baisse pendant les phases glaciaires, qui augmente pendant les phases chaudes, et qui témoigne du rôle des océans, de la végétation, des sols, de ces écosystèmes, dans finalement une forme de régulation du climat. Ce sont des amplificateurs à ces échelles de temps-là des variations climatiques passées. Alors notre espèce Homo sapiens, on estime qu'elle a, sauf erreur de ma part, environ 200 000 ans, donc elle a témoigné de sa formidable capacité d'adaptation entre ces phases glaciaires et ces phases chaudes, colonisant la plupart des continents à la faveur de la dernière glaciation, et les variabilités rapides du climat glaciaire étant, d'après les travaux des paléontologues, des historiens, des archéologues, un formidable moteur de progrès technologique dans les méthodes, en particulier de chasse ou d'exploitation des ressources naturelles. Alors, quelle est la gamme, finalement, que notre espèce a connue? Le plus froid, c'est un climat glaciaire, environ 5 degrés plus froid qu'aujourd'hui. Ça a culminé il y a environ 20 000 ans, et nous avons pour cette période-là des témoignages de l'activité culturelle magnifique à travers les gravures dans les grottes du sud-ouest de la France, par exemple. Et puis, la phase la plus chaude, c'était à la dernière période interglaciaire, le moment où l'homme moderne a commencé probablement à voyager à travers les déserts plus humides à ce moment-là de la péninsule arabique. Et c'est au niveau planétaire seulement de l'ordre de 1 degré de plus que le climat pré-industriel. Donc nous avons connu une gamme en fait assez modérée de température globale à l'échelle planétaire. Et puis par ailleurs, ce que je vous montre là, ces petites images sont des simulations de climat passé. Et j'en profite pour montrer que ces tests que nous faisons sur les modèles numériques de climat, leur capacité à représenter les grands changements passés, nous donne une certaine confiance dans la représentation du fonctionnement de la machine climatique et donc dans la confiance que l'on peut accorder aux simulations d'évolution future du climat. Et puis ce qui compte, ce n'est pas bien sûr simplement les amplitudes de changement, mais leur vitesse. On peut les aborder à l'échelle locale. Là, je les regarde uniquement à travers l'une des premières estimations qui existent du rythme moyen du réchauffement lors de la dernière déglaciation, le dernier gros réchauffement planétaire. Et le rythme du réchauffement était d'environ 1 degré par 1000 ans lors de cette réorganisation majeure du climat. Et je pense que c'est quelques ordres de grandeur à garder en mémoire pour avoir un regard issu du long terme sur les changements qui pourraient se produire de notre vivant. Alors nous sommes dans une situation de rupture par rapport à ces rythmes des changements passés, dans la mesure où nous avions un climat relativement stable lors de la phase de sédentarisation, l'émergence de nos civilisations.
Et la période industrielle marque une rupture au sens où les activités humaines modifient extrêmement profondément la composition de l'atmosphère, comme en témoigne l'évolution de la teneur en dioxyde de carbone, en méthane, en oxyde nitreux, 3 gaz dont les rejets liés aux activités humaines dépendent de toutes nos activités agricoles, industrielles, énergétiques, transports, bâtiments, et donc modifient la composition de l'atmosphère, mais aussi les échanges de rayonnement entre la Terre et l'espace, et par là, le climat. Quelques constats sur cette augmentation de l'effet de serre et une petite focalisation sur son évolution récente. Alors j'ai oublié de vous dire que la plupart des résultats que je vais vous montrer sont issus d'une très large communauté scientifique et à travers la synthèse qui en est faite par le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. J'aime beaucoup l'image du travail d'encyclopédiste qui a été donné. Je vais vous montrer dans les 2 résultats qui viennent que finalement la synthèse des travaux scientifiques qui est communiquée très largement aux décideurs a en fait pour le moment très peu d'effet. Donc la mission du GIEC était finalement d'éclairer les politiques publiques. Pour le moment, il me semble qu'on est dans une phase de blocage. Par contre, il y a un travail d'encyclopédiste, il y a un travail de partage des connaissances qui est extrêmement important, et extrêmement important dans la mesure où les sciences du climat sont une science de pays riches. On a besoin de moyens d'observation, de calcul, de nombreux scientifiques, et ces progrès des connaissances, ils sont très largement partagés dans tous les pays, et je vais revenir dessus par la suite. Alors, nous émettons du dioxyde de carbone historiquement par la déforestation. C'est la petite courbe en marron que vous voyez ici depuis la période industrielle, qui a fortement augmenté, qui donne l'impression que c'est stable. Et cette stabilité, elle masque bien sûr des contrastes régionaux, et puis également des contrastes entre une déforestation qui se poursuit par endroits et une recolonisation de terres agricoles abandonnées par des forêts dans d'autres secteurs. Et puis donc aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre liées à la production de ciment et aux énergies fossiles, c'est 9/10 des émissions de dioxyde de carbone, donc c'est devenu largement dominant. Et enfin, j'ai entouré en rouge la période récente. Depuis 10 ans, on a une accélération. Ensuite, que devient le dioxyde de carbone que nous émettons dans l'atmosphère? En fait, on n'en a que la moitié qui y reste chaque année. L'autre moitié est reprise par les océans, qui s'acidifient, la végétation et les sols, et cela illustre les services rendus par les écosystèmes au niveau planétaire. Ils atténuent la moitié de nos impacts à travers les rejets de dioxyde de carbone sur le climat global. Par ailleurs, ces rejets de dioxyde de carbone, les concentrations qui restent dans l'atmosphère, elles vont avoir une durée de vie très longue. On estime que 20 à 40% des émissions actuelles continueront à avoir un effet sur le climat d'ici 1000 ans, ce qui pose la question de l'irréversibilité, finalement, des perturbations que nous enclenchons aujourd'hui. Sur l'effet net sur le climat qu'on estime en watts par mètre carré, on va regarder l'effet net sur les échanges de rayonnement entre la Terre et l'espace. Une perturbation des activités humaines significative en 1950, 1,5 watt par mètre carré, ça sort du bruit, qui a doublé entre les années 50 et 80, qui a encore doublé entre les années 80 et aujourd'hui, et qui atteint environ 2,3 watts par mètre carré, avec un effet réchauffant des gaz à effet de serre, puis un effet refroidissant des particules de pollution, mais qui ne compense pas l'augmentation de l'effet de serre. Un constat qui est très préoccupant, c'est l'analyse de la dernière décennie. Qu'est-ce que c'est le progrès technologique ou économique? C'est finalement de faire plus avec moins. Donc c'est de découpler la croissance économique de la consommation d'énergie, et puis la production d'énergie et des rejets de dioxyde de carbone. Et sur les dernières 3 décennies, on avait effectivement une augmentation de la démographie, une croissance économique, en partie compensée par des progrès, c'est-à-dire un découplage progressif de la production de richesse, de la consommation d'énergie, et puis de la consommation d'énergie et des rejets de CO2. Sur la dernière décennie, vous voyez le petit diagramme en bas orange qui était l'intensité carbone de l'énergie qui progressait régulièrement, qui s'inverse. Donc ce que l'on observe, ce sont des facteurs d'augmentation liés à la démographie, liés à la croissance et sur la dernière décennie, en gros liés à la consommation de charbon, essentiellement dans les pays émergents. Qui contribue le plus aux rejets de dioxyde de carbone, qui sont le premier terme par lequel nous agissons sur le climat? Bien sûr, il ne faut pas négliger le méthane et les autres, mais c'est le premier terme et celui qui a un effet dans la durée. Historiquement, aucun doute, ce sont les pays riches, qui se targuent parfois de l'efficacité de leur politique climatique en montrant des émissions de gaz à effet de serre sur leur territoire qui semblent constantes ou en légère diminution. Et la figure du haut vous montre qu'il faut y ajouter la production d'énergie associée à l'importation de biens manufacturés.
Et dans ce cas-là, on voit qu'on remonte assez fortement la contribution des pays riches sur les dernières années. Deuxième terme, évidemment, et qui joue quasiment à part égale aujourd'hui, c'est le poids croissant des émissions des pays émergents. Et ce qui est peut-être aussi assez préoccupant, c'est la stagnation des pays les plus pauvres. Et le fait qu'ils ne contribuent pas plus aux émissions de dioxyde de carbone traduit un développement très faible. Donc pour résumer, responsabilité historique des pays riches, poids croissant des émissions des pays émergents et une importance de plus en plus grande du commerce international. En gros, nous avons délocalisé notre industrie polluante et donc les émissions de dioxyde de carbone associées. Alors le climat est en train de changer et on observe un ensemble de changements qui sont tous très cohérents et qui témoignent d'une énergie qui est accumulée dans la machine climatique. Cette énergie, en plus, elle réchauffe les océans à 93%. Elle réchauffe l'air à 1%. Elle réchauffe les sols à 3% et elle fait fondre les glaces à environ 3%. Et on a une grande cohérence entre le réchauffement de l'air, la fonte de la plupart des glaciers, l'augmentation du contenu d'humidité dans un air plus chaud, le réchauffement des océans, et puis qui ajouté à l'augmentation de la fonte des glaciers et à l'écoulement du Groenland et de l'Antarctique, contribue à faire monter le niveau des mers. Donc c'est un panorama divers, mais cohérent, d'un système climatique qui accumule de l'énergie. Alors on va rapidement naviguer dedans. Un réchauffement des températures. Alors certains vont vous dire que le climat ne se réchauffe plus en faisant un zoom sur les derniers 15 ans. On observe un réchauffement qui n'est bien sûr pas homogène spatialement et pas monotone dans le temps. Un réchauffement plus prononcé sur les continents que les océans, très marqué autour de l'Arctique. Un réchauffement qui s'accélère quand on a des facteurs naturels qui se superposent à l'impact de la perturbation liée aux activités humaines et qui peut stagner quand ces facteurs-là jouent en sens inverse. Sur la dernière décennie, on a accumulé un peu plus de chaleur dans l'océan, en particulier l'océan Pacifique, ce qui a modulé l'ampleur du réchauffement de surface. Si on combine ces observations avec les résultats de modèles numériques de climat, qui sont basés sur des lois physiques, vous voyez qu'en ne prenant en compte que les facteurs naturels externes au climat, l'activité du Soleil et des volcans, on ne peut pas expliquer le réchauffement récent. On aurait plutôt un léger refroidissement dû à l'activité volcanique un peu plus forte de la fin du XXe siècle. À l'inverse, si on prend en compte les facteurs naturels et puis l'impact des activités humaines, on arrive à peu près à représenter un ensemble de traits du changement climatique, et en particulier un réchauffement plus prononcé au cours des dernières décennies. Parmi les effets température qui sont observés, il y a également une augmentation des vagues de chaleur en intensité, en fréquence, et qui semblent avoir de manière nette un impact négatif sur les rendements agricoles, pour le blé ou le maïs par exemple. Un climat qui change et qui contient finalement plus d'énergie, c'est aussi un climat dont le cycle de l'eau change. Et vous voyez qu'en ce qui concerne la tendance des précipitations, on a une situation contrastée, plutôt plus humide dans les régions des hautes latitudes, et puis une tendance à un assèchement dans les régions, disons, subtropicales. Donc une augmentation des contrastes, en fait, entre les saisons sèches et humides. Et ça reflète des effets thermodynamiques de l'air plus chaud, plus humide du côté des pôles. Et à l'inverse, ça reflète également dans les régions tropicales des effets de dynamique de l'atmosphère avec une augmentation, un déplacement des cellules en 3 dimensions de l'atmosphère tropicale qui conduit à une diminution des pluies dans les bandes de climat méditerranéen ou subtropical. On observe également, là où les données météorologiques sont de bonne qualité, en Amérique ou en Europe, dans certaines régions, une augmentation de l'intensité des événements de fortes précipitations. Et puis, le changement climatique affecte également les océans, acidification, ce qui est une conséquence directe des rejets de dioxyde de carbone, avec une baisse du pH, augmentation du niveau des mers, environ 20 cm au XXe siècle, ce qui est une rupture par rapport aux 2 millénaires précédents. Et puis, du côté de l'océan Arctique, une diminution de l'extension de banquise, en particulier à la fin de l'été, 10 millions de kilomètres carrés en 1900 et plus que la moitié aujourd'hui. Et tous ces changements, en fait, vont entraîner un mélange d'opportunités et de vulnérabilités pour les espèces vivantes et pour les activités humaines. La conclusion du rapport du groupe 1 du GIEC, c'est qu'il est extrêmement probable que l'influence humaine a été la cause principale du réchauffement déjà observé depuis le milieu du XXe siècle, et que l'influence de l'homme, on la détecte pas uniquement dans le réchauffement de l'atmosphère, mais aussi dans le changement de certains extrêmes, en particulier les vagues de chaleur, les fortes pluies, et puis les événements de submersion marine associés à une montée graduelle du niveau des mers qui favorisent le dépassement de seuil lors des tempêtes.
Le rapport du groupe 2 du GIEC montre aussi que l'évolution, la variabilité du climat affecte les systèmes naturels et affecte aussi les activités humaines. Et donc on détecte, alors cette carte est très complexe, donc je vais essayer de vous la résumer, on détecte des impacts sur le cycle de l'eau, sur les rendements agricoles, sur les systèmes naturels en mer comme à terre, avec des déplacements d'espèces, des changements de phénologie, et puis sur les sociétés humaines, en particulier celles qui dépendent le plus directement de leur environnement, et en particulier sur l'activité agricole ou les modes de vie dans les régions arctiques. Et puis enfin, ce qui ressort des observations, c'est que les populations les plus pauvres sont les plus vulnérables. Et quand on considère les aspects plus humains directement, on observe également une diminution de la mortalité liée au pic de froid et dans certaines régions, une augmentation de la mortalité liée aux vagues de chaleur. Alors, quelles sont les projections, quelles sont les évolutions futures possibles? On va l'explorer à travers différents scénarios de perturbations radiatives en eau, en watts par mètre carré. Un scénario où on imagine qu'on arrive à maîtriser l'impact radiatif lié à nos rejets de gaz à effet de serre. C'est le scénario bleu qu'on appelle dans notre magnifique jargon le RCP 2.6. Ça veut dire en fait que la perturbation radiative pique autour de 2,6 watts par mètre carré. Et puis des scénarios de poursuite selon la croissance actuelle de l'impact de l'homme sur le climat et une perturbation qui pourrait être multipliée par 4 en watts par mètre carré d'ici à 2100, le scénario rouge qu'on appelle aussi le 8.5. En bas, vous avez les résultats de 40 modèles de climat développés dans les différents pays et qui montrent tous que quand vous ajoutez des gaz à effet de serre, vous allez avoir un réchauffement du climat qui est, au premier ordre, proportionnel à ces perturbations radiatives. Dans le scénario le plus optimiste, on va vers un réchauffement supplémentaire de l'ordre de 1 degré à horizon 2100, donc assez modeste. Dans le scénario le plus fort, le scénario rouge, plutôt de l'ordre de 4 degrés d'ici à 2100. Et là, je rajoute une dimension temporelle qui est importante. Et ensuite, dans ce scénario le plus fort, c'est 4 degrés en 2100, 6 degrés en 2200 et 8 degrés le siècle suivant, c'est-à-dire un changement climatique qui s'accentue et qui se poursuit pendant plusieurs siècles avant de se stabiliser graduellement. En ce qui concerne la structure des changements de température, vous voyez qu'à horizon 2035, on n'arrive pas à distinguer entre les différents scénarios. Donc l'évolution du climat sur les prochaines décennies, elle est déjà façonnée par ce qu'on a mis dans l'atmosphère aujourd'hui. Par contre, les choix, les trajectoires de développement, d'investissement, de transition énergétique ou pas, vont avoir des effets qui commencent à être discernables à horizon 2050 et puis qui seront de plus en plus importants en 2100 et au-delà. Et donc sur l'horizon 2100, en ce qui concerne les changements de température, en fait, vous bougez le curseur vers le rouge à mesure que vous émettez davantage de gaz à effet de serre. 4 degrés en 100 ans, souvenez-vous, la dernière déglaciation, c'était 5 degrés en 10 000 ans. Donc c'est une amplitude comparable, mais beaucoup, beaucoup plus rapide. Donc en gros, l'horizon 2050, il est intéressant parce que c'est à partir de cet horizon-là que les choix que l'on met en place aujourd'hui commenceront à avoir des effets discernables. Et puis dans le scénario rouge, c'est le moment où on aurait un réchauffement supplémentaire déjà plus important que celui qui a eu lieu au cours du XXe siècle. En résumé, plus le réchauffement sera important, plus le risque d'impact grave, persistant et irréversible augmentera. Et la question du climat, elle devient très rapidement une question de sécurité. Pourquoi une question de sécurité? Parce qu'un climat qui change, c'est un niveau des mers qui monte. Dans le scénario le plus optimiste, 40 cm à horizon 2100. Le scénario le plus fort, dans ce qu'on est capable d'anticiper, on ne peut pas exclure un risque autour de 1 mètre à horizon 2100, 3 mètres sur les siècles suivants. Un pH de l'océan qui va bouger de manière modeste dans le scénario le plus bas, et puis fortement continuer à diminuer dans le scénario le plus élevé. Des changements de précipitation modestes dans le scénario le plus bas, très importants dans le scénario le plus élevé, avec cette structure qu'on a déjà observée, une augmentation des contrastes entre saison sèche, saison humide, entre régions sèches et régions humides. Et puis le scénario le plus bas, il permet de conserver une extension de glace de mer sur l'Arctique d'ici à 2050, 2100. Dans le scénario le plus haut, à partir de 2050, on aurait un océan arctique libre de glace à la fin de l'été, avec une couverture de banquise qui se reformerait chaque hiver. Les risques, ce sont aussi des changements des événements extrêmes, une augmentation de l'intensité des vagues de chaleur pour celles qui se reproduisent tous les 20 ans. En Europe, par exemple, on aurait plusieurs degrés de plus d'intensité de ces vagues de chaleur. Pour les fortes précipitations qui se répètent tous les 20 ans, on s'attend à ce qu'elles se répètent plutôt tous les 7 ans, c'est-à-dire 3 fois plus fréquentes en Europe de l'Ouest.
Donc vraiment une évolution du risque d'événements météorologiques. Et puis ce changement climatique, il va amplifier les risques existants et donc également y ajouter de nouveaux risques. Des risques pour la biodiversité, pour l'alimentation à travers les rendements agricoles et la pêche. La plupart des études disponibles montrent une forte baisse des rendements agricoles à horizon 2100 et une capacité d'adaptation qui ne compenserait pas l'effet du climat. Et puis des effets également sur la sécurité humaine et le bien-être. Comment on nomme la nostalgie que l'on a d'un climat qu'on a perdu? Un philosophe australien a essayé de trouver un nom pour cela en étudiant l'effet de communautés qui ont subi des sécheresses répétées, et il a inventé le mot de solastalgie, qui consiste à définir dans un lieu donné le regret de ce qui était avant. Avec une montée importante du niveau des mers, je pense que la solastalgie, c'est quelque chose qui va frapper fortement les habitants des régions côtières. L'augmentation du stress hydrique en été, l'augmentation de l'humidité contenue dans l'air, aura certainement un impact sur la capacité de travail et sur la productivité des travailleurs en extérieur, dans les rizières, dans les champs, dans le secteur du bâtiment, et ça commence tout doucement à être évalué. Et puis enfin, le changement climatique pourrait exacerber les problèmes sanitaires qui existent déjà, provoquer des déplacements de population, souvent au sein d'un même pays, vers les zones urbaines, les villes en expansion, renforcer le risque de conflits violents, en particulier par rapport au prix des matières premières alimentaires, et être un frein au développement, en particulier pour les populations les plus pauvres. Beaucoup de calculs pour l'évolution future du climat et un constat qui est en fait assez simple. Le réchauffement à venir dépend du cumul des émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas important de savoir si ça a été émis aux États-Unis il y a 100 ans, hier ici et puis demain au Brésil. C'est vraiment l'intégrale des émissions de gaz à effet de serre qui pilote le réchauffement. Alors de cette courbe, en fait, on peut en déduire, c'est une sorte d'abac. Vous voudriez limiter le réchauffement à 2 degrés, comme l'affichent les responsables de gouvernement dans les traités internationaux. Vous savez en gros ce que vous pouvez émettre dans l'atmosphère comme gaz à effet de serre, tout confondu. Et au rythme actuel d'augmentation des émissions, on aura atteint ce cumul d'ici une vingtaine d'années. Donc la période actuelle, elle est vraiment importante. Et plus en fait on traîne pour limiter les rejets de gaz à effet de serre, plus l'effort à faire pour maîtriser l'évolution du climat serait importante à l'avenir. Et donc cette question du changement climatique, c'est aussi une question de l'atténuation de ce changement, donc d'une transition énergétique majeure, et ça pose des enjeux croisés. À quoi devrons-nous nous adapter? À un climat qui change, ses conséquences sur les écosystèmes, mais aussi à l'impact de nos politiques, de notre gouvernance. L'atténuation, pour l'objectif de 2 degrés, il faudrait baisser les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 70% d'ici à 2050. Ça implique une transformation majeure du secteur énergétique, une décarbonisation en fait, en particulier du secteur de l'électricité, et des changements majeurs de l'usage des sols pour stocker du carbone et pour fournir des énergies renouvelables. Une évolution également de la demande énergétique. Et ça pose la question de nos comportements, de notre consommation, de nos modes de vie, mais aussi les questions du partage de la charge, c'est-à-dire la question de la pauvreté, de la précarité énergétique et plus généralement du développement. Et enfin, le deuxième volet, avec un changement climatique dont j'ai montré qu'il était en partie inéluctable, c'est l'adaptation. Et l'adaptation, elle peut être après coup. Quand il se produit quelque chose de nouveau, on réagit, donc incrémentielle. Elle peut être aussi planifiée, transformative, beaucoup plus profonde. Et le concept qui émerge, c'est quand on conçoit un nouveau quartier, une nouvelle ville, des grandes infrastructures, c'est de les concevoir de manière à ce qu'elles soient climate-proof, c'est-à-dire à l'épreuve du climat d'aujourd'hui qu'on a connu et à l'épreuve de ce qu'on peut anticiper comme conditions climatiques locales à l'avenir. L'adaptation, en fait, qui est mise en place, c'est souvent celle qui permet d'apporter des co-bénéfices dans différentes dimensions. Et puis, les travaux qui se construisent et qui sont de plus en plus riches parce qu'ils croisent les regards des sciences du vivant, des sciences humaines et sociales, ils posent aussi la question des limites à l'adaptation et de la maladaptation, c'est-à-dire qu'une mauvaise anticipation peut conduire à des effets en fait pervers, renforcer la vulnérabilité de certains types de populations. Il y a aussi un certain nombre de freins à ces transformations. Des freins qui sont liés, je vous ai montré l'état d'une science du climat, mais les incertitudes, elles restent très importantes. Donc il y a un frein en termes de connaissances issues de la recherche fondamentale et puis de capacité à anticiper des effets en chaîne qui couplent climat, écosystème, société, de l'échelle locale à l'échelle globale. La prise de décision dans l'incertitude, des questions, des enjeux importants d'éducation et de formation des élus. Le constat sur le changement climatique il peut être aussi angoissant et une des réactions classiques, c'est celle du déni.
Un des freins, c'est également le sentiment d'invulnérabilité dans les pays les plus riches ou parmi les élites. Les freins, c'est aussi une absence de flexibilité. Quand on met en place une infrastructure, parfois, on s'enferme dans un fonctionnement qui serait mal adapté ou très consommateur d'énergie. On a déjà mentionné les aspects de court terme versus long terme, évidemment, la question de la réorientation des investissements. Et il me semble qu'une question fondamentale, c'est celle de la gouvernance. Cette planification pour l'adaptation, les politiques climatiques, la transition énergétique, elle ne peut pas être uniquement top-down. Et donc, il y a tout un ensemble de questions d'acceptabilité sociale, de justice et d'équité. Et puis, d'autres risques sont possibles. Il n'y a pas de frein à l'imagination humaine. Et beaucoup d'ingénieurs pensent qu'on pourra déployer des technologies innovantes pour limiter le réchauffement climatique, par exemple, imiter l'effet d'une éruption volcanique en mettant des petites particules dans l'atmosphère. C'est étudié à l'aide des mêmes modèles de climat que pour l'impact des gaz à effet de serre et des particules. Et ces travaux montrent que certaines méthodes de géo-ingénierie, si elles étaient réalisables, pourraient compenser une partie du réchauffement, mais modifieraient très fortement le cycle de l'eau en séchant l'atmosphère et n'agiraient pas sur l'acidification des océans. Et enfin, donc, en haut, vous avez le réchauffement normal. En bas, vous avez le réchauffement que vous masquez pendant 70 ans, et puis vous imaginez que vous arrêtez de mettre des particules dans l'atmosphère tous les ans. Et à ce moment-là, en fait, comme vous avez accumulé du dioxyde de carbone qui agit, le climat il va se réagir très très vite à cet effet de serre qui est toujours présent dans l'atmosphère et que vous avez masqué. Et donc on pourrait s'exposer dans ce cas-là à un réchauffement encore plus brutal. Donc finalement, cette question du climat, c'est une question d'anthropocène. C'est une question aussi de la manière dont cette connaissance scientifique, cette capacité de construire des projections, c'est-à-dire explorer des futurs possibles, on en tient compte dans la décision, comment ça affecte les trajectoires à venir réelles. Et donc on a ces ressources fossiles qui existent et qui sont présentes en grande quantité, on a notre effet, les interactions avec le climat, avec la biodiversité, les facteurs extérieurs, soleil, volcan, qui vont continuer à agir sur le climat et puis rendre son évolution plus complexe que des courbes linéaires qui montent. Et puis, à côté de ça, je pense que ce qui est extrêmement important, c'est ce que j'ai mis en vert, c'est le libre arbitre, la liberté d'indifférence aussi à ces enjeux. Et pour moi, c'est ce libre arbitre qui me rend un peu optimiste sur notre capacité d'anticipation et d'adaptation. Merci de votre attention.